Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce club innovation du CNER. Comme on a deux présentations qui vont se suivre aujourd'hui et que nous n'avons qu'une heure, on ne fera pas forcément de tour de table comme ça peut se faire habituellement. En revanche, n'hésitez pas à prendre la parole pour poser vos questions et donc à vous introduire à cette occasion. Écoutez, on va pouvoir débuter cette réunion. Je vais vous présenter rapidement l'ordre du jour et ensuite Jean-Louis et peut-être Antoine s'il se connecte, je ne crois pas l'avoir vu encore, qui sont les coprésidents de ce club innovation, se présenteront à vous. Alors, hop, est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Oui, Donc, pour l'ordre du jour, donc sur la première demi-heure, on accueillera Miguel Aubouy, qui est l'invité de ce club aujourd'hui. Il est spécialiste des nouvelles approches et de l'innovation et entrepreneur, et il interviendra sur la thématique de l'innovation comme science. Ensuite, vous aurez le droit à une session pardon, de questions-réponses, donc n'hésitez pas. Et puis sur la deuxième partie de réunion, vous aurez, et en avant-première, une présentation du dossier de bonne pratique innovation du CNER par Cindy Aymon, qui est responsable études et contenus éditoriaux au CNER. Cette publication, elle paraîtra le 11 février prochain, date à laquelle sera également organisé un webinaire de présentation un petit peu plus détaillé que ce qui va vous être présenté aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. La date est bloquée sur l'agenda de notre site internet. Et j'en profite également parce que vous êtes tous adhérents. En tant qu'adhérent, vous bénéficiez d'un certain nombre de publications. Ça vous permet également de vous inscrire au club métier et aux autres animations du CNER. Pour ça, il vous faut des accès. Donc, je pense que vous êtes nombreux à ne pas encore les avoir. Je vais vous remettre le process dans le petit chat. Et puis Cindy, après, voilà, si jamais il y a des questions par rapport à ce qui a été présenté, Cindy répondra à tout ça. Jean-Louis, je te laisse peut-être te présenter. merci Anaïs. Bonjour à tous. Alors, bienvenue dans cette nouvelle réunion de notre club Innovation que j'ai le plaisir de co-présider avec Antoine Macret, qui va sans doute arriver, qui est le directeur de l'agence d'innovation Hauts-de-France. Moi-même, je dirige l'agence Ardennes Développement et j'ai pas mal travaillé dans le milieu de l'innovation dans ma carrière, à la fois en entreprise et en agence. Et j'ai connu Miguel ici présent il y a bien une vingtaine d'années dans ce cadre-là, puisque j'animais un programme d'innovation et on travaillait sur les notions de créativité, d'émergence de projets sur les territoires. Miguel était dans une autre vie à ce moment-là, il vous expliquera peut-être de quoi il est question. Je ne vais pas être très long, on a un programme très dense, comme vous l'avez vu, et assez varié. On avait souhaité avec Antoine donner un peu un aperçu des différentes facettes de l'innovation, toujours en lien avec le développement économique. Donc, c'est lié en lien avec les entreprises et les agences. Et vous allez voir un peu aujourd'hui l'intervention de Miguel, qui va parler de l'innovation comme science, ce qui n'est pas un angle qui est souvent utilisé, mais qui est néanmoins très important pour comprendre comment l'innovation va percuter les différentes strates du développement économique et pour les entreprises également. Alors Antoine vient de se connecter. Peut-être Antoine, puisque tu viens d'arriver, tu te présentes rapidement et on enchaîne. Tout à fait. Excusez-moi de mon retard. Donc, Antoine Macré, directeur général de l'Agence régionale de développement et d'innovation des Hauts-de-France. Et donc, on œuvre régulièrement avec l'équipe du CNER et Jean-Louis pour pouvoir vous proposer des thématiques. Et là, on va pouvoir avoir une intervention de très bon niveau qui va suivre. Voilà, on va pas être plus long. On va donner la parole à Miguel. Vous avez un chat, hein, vous connaissez la procédure et il y aura un petit temps pour les questions à la fin de l'intervention de Miguel. Miguel, c'est à toi, vas-y. Merci Jean-Louis, merci Anaïs d'avoir rendu ça possible. Bonjour à tous et à tous. Donc, je me présente, je suis Miguel Aubouy. Euh, alors, entre 2000 et 2015, en gros, j'ai travaillé en France pour le commissariat à l'énergie atomique, le navire amiral de la R&D, vous connaissez, à essayer de rendre les entreprises plus innovantes à partir des technologies de micro-nanotechnologie qui étaient développées au CE. Et au cours de cette expérience qui a été incroyable, très riche et voilà, plein de rencontres, dont celle de Jean-Louis, effectivement, je me suis aperçu d'un truc qui me paraissait dingue, mais qui était une réalité, c'est que même dans des grands laboratoires d'innovation comme celui-là,
eh bien, les gens ne savaient pas innover. Alors, ils savent améliorer des produits, sans aucun doute. Ils sont extrêmement forts pour ça. Dès qu'une technologie émerge, ils savent l'améliorer, la rendre plus efficace, moins coûteuse, moins énergivore, tout ce que vous voulez. Ça, c'est de l'amélioration de technologie. Mais le processus d'innovation, c'est-à-dire on amène quelque chose de radicalement nouveau, eh bien, c'est quelque chose qui n'est pas connu, en fait. Et comment pourrait-il en être autrement, en réalité? Parce que personne ne nous apprend à innover. Donc, fort de cette expérience, et puis d'un background de chercheur, au départ, je suis chercheur en physique théorique, je me suis intéressé à cette question, comment on fait pour innover? Comment les gens font pour innover? Et voilà, il y avait déjà des travaux qui étaient là, en fait, notamment des gens de l'entrepreneuriat qui avaient élaboré des concepts extrêmement forts pour comprendre ça. Mais en même temps, l'entrepreneuriat et la technologie, c'est pas tout à fait la même discipline. Et en particulier, le vocabulaire de l'entrepreneuriat n'était pas facilement transposable dans le vocabulaire de la technologie, en fait. Et donc, tout le travail que j'ai fait, c'est d'essayer d'amener une théorie, une approche universelle, c'est-à-dire valable autant pour la technologie que pour l'entrepreneuriat, que pour le droit, que pour la médecine, dans tous les domaines. En vérité, on innove. Et comment on innove? Ben, c'est à ça que j'ai consacré mes 10 dernières années, mettons. Alors, pour mettre la table, je vais rapidement vous donner 2 ou 3 éléments en vous racontant l'histoire de James Dyson qui a inventé l'aspirateur sans sac. Alors, je vais être très rapide et je vous renverrai à des livres qui existent, notamment celui de Dyson qui s'appelle Dans la cour des grands, en français Against the Odds en anglais, qui est très, très fascinant. Donc, on est à l'été 78, James Dyson a déjà inventé des choses et puis, avec une de ces choses, il a créé une entreprise qui s'appelle la Kirk Dyson Company qui vend des brouettes où la roue était remplacée par un ballon. Mais voilà, c'est un marché qui est très saisonnier, donc il galère un peu, pour le dire de manière familière, et puis il cherche un nouveau produit. Cet été-là, il va passer l'aspirateur chez lui, une scène ultra banale, quelqu'un qui passe l'aspirateur chez lui, et puis il va s'apercevoir que la puissance de son aspirateur décroît très rapidement. Alors il est intrigué, il est même fâché parce que c'est un aspirateur neuf, donc il ouvre l'aspirateur, il met ses mains dans le sac, et puis il comprend qu'en fait les premières poussières qui arrivent dans le sac d'aspirateur bouchent les pores et puis empêchent l'aspiration ultérieure, en fait. Donc c'est pas une question de son aspirateur qui marche pas, ou c'est pas une coïncidence. Tous les aspirateurs qui fonctionnent là-dessus ne marchent pas. Et puis, un peu plus tard, il entend parler d'un cône de centrifugation, c'est-à-dire un cône dans lequel on fait tourner de l'air empli de poussière à grande vitesse. Et puis, ça, c'est utilisé dans les silos à grains pour nettoyer les grains des poussières. Et puis, il se dit, bah, si jamais j'étais capable de faire ce cône de la taille d'une bouteille de Perrier, c'est comme ça qu'il le dit dans son livre, je serais capable de faire un aspirateur sans sac. Et donc, c'est ce à quoi il s'attache entre 1978 et 1980. Il pose un premier brevet en 1980. Et donc, il fabrique un prototype d'aspirateur sans sac. Son business model, son modèle d'affaires, c'est de vendre des licences du brevet. Et ça marche pas du tout. Pourquoi ça marche pas du tout? Parce que quand il va voir les professionnels de l'aspiration, bah, tous lui disent, bah, le marché du sac d'aspirateur, c'est 650 millions de dollars par an. On n'a pas du tout envie de se passer de ce marché-là. Donc, je vous fais une histoire longue, un peu plus courte. Il va, comment dire, avoir des aventures pendant à peu près 15 ans, jusqu'à ce qu'il décide de commercialiser lui-même l'aspirateur sans sac. On est en janvier 93. Donc, 15 ans après avoir eu l'idée de l'aspirateur sans sac, il commercialise enfin son produit, qui est le Dyson DC-1, et qui va être le début d'une aventure industrielle extraordinaire. Voilà en gros comment ça se passe, une innovation. Et vous voyez qu'il y a 3 jalons, en fait. Alors, je vais ici utiliser un tableau. J'espère que vous allez le voir. Ça devrait être bon. Donc, il y a 3 jalons dans le processus. Il y en a un 4e, mais je ne vais pas en parler, ça va être trop long sinon. Il y a une observation clé. L'observation clé, c'est quoi? C'est le fait que l'aspirateur avec sac ne marche pas pour une raison de fond. Il y a l'idée clé, ensuite, c'est de fabriquer un aspirateur sans sac avec un cône de centrifugation. Et puis, il y a ce que j'appelle l'objet clé, c'est-à-dire le premier objet qui va diffuser à grande échelle, donc le Dyson DC-1. Donc, vous voyez, été 78, automne 78, janvier 1993, donc les échelles temporelles. Alors, placer comme ça ces 3 jalons sur une ligne de temps, ça a l'air trop simple. Et effectivement, c'est trop simple. Qu'est-ce qui se passe exactement? Je vais vous montrer une représentation du processus
tel que James Dyson l'a vécu. Ça Excusez-moi, ressemble un Miguel. peu à ça. Oui? Pardon. En fait, je pense que vous avez activé le flou en Ah, arrière-plan et de fait, on ne voit pas grand-chose. peut-être. Désolé. Alors, je vais voir où est-ce que je peux désactiver ça. Ça c'est fait. Est-ce que c'est bon comme ça? Non, pas encore. Je pense que c'est sur Teams, dans caméra. Et puis Oui, vous c'est devez dans avoir le paramètres effets vidéo. Mais je clique sur aucun, je fais appliquer. Hop. Alors, non, c'est plutôt sur la petite caméra en haut, vraiment sur la droite, dans le menu, le volet. Il y a une petite flèche à côté de la Ok. caméra. Ouais. Il n'y a marqué aucun arrière-plan, en fait. Bon, je vais essayer de continuer comme ça. Ouais. Et puis, on va voir. Là, est-ce que vous me voyez ou vous voyez l'image? Elle est floue? C'est un peu flou, oui. Peut-être que si vous l'avancez un peu, mais du coup, Ouais. ça va vous flouter, vous, je pense. On va essayer autre chose. Ah. C'est mieux. Et je la tiens comme ça, est-ce que c'est mieux? En fait, la caméra vous détecte vous, donc c'est vous qui êtes très net et pas le... Ah, peut-être que... On fait comme ça? On arrive à voir c'est un peu mieux. Ok, bon, je suis désolé, on va essayer d'avancer comme ça. Donc, ce que c'était en train de dire, c'est que cette représentation en 3 jalons était un peu plus complexe. Pendant tout un temps, il va chercher une observation clé, il va la trouver à un moment, il va avoir l'idée clé, et puis il va avoir l'objet clé, en fait. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, d'autant plus que je vois le temps qui s'écoule. C'est un tout petit peu plus compliqué, mais ça fonctionne. C'est-à-dire que tous les processus d'innovation, si vous les analysez comme ça, eh bien, vous trouvez la même structure, observation clé, idée clé, objet clé. Et le livre que j'ai publié, qui s'appelle L'innovation comme science, qui est le titre en fait de cette intervention, j'analyse des cas d'études qui sont en art, en technologie, en sciences, en entrepreneuriat. Dans tous les domaines, en vérité, on retrouve cette structure universelle. C'est intéressant parce que ça nous permet de réfléchir assez différemment par rapport au processus d'innovation. Et par exemple, on comprend pourquoi c'est difficile pour un laboratoire d'innovation ou pour une entité d'innovation en général dans une entreprise d'innover. Pourquoi? Parce que la première étape, on l'a vu, c'est une observation. Cette observation, c'est un détail qui est souvent méprisé. Personne n'a envie de mettre ses mains dans le sac d'un aspirateur. C'est quand même l'endroit où se trouvent les choses les plus dégoûtantes de la maison. Et pourtant, c'est ça qui est le geste fondateur d'un processus d'innovation. Et donc, on voit pourquoi c'est difficile dans un laboratoire de faire ça. Deuxième concept qui émerge de cette analyse, de cette compréhension, l'idée clé est toujours provocante. On l'a vu avec James Dyson quand il est allé voir les industriels de l'aspirateur. Leur réponse, c'est super ce que tu fais, mais on n'a pas du tout envie d'arrêter de vendre des sacs d'aspirateurs. Donc, vous voyez comment on a des obstacles qui sont assez fondamentaux par rapport à la difficulté d'innover. Un des obstacles, c'est aussi les personnes qui innovent, parce que les personnes qui innovent ont ce réflexe qui est naturel dans le monde éducationnel, mais de s'isoler, en fait, avec leur idée, alors que tout le processus de James Dyson, entre l'idée clé et l'objet clé, encore une fois, entre l'idée de faire l'aspirateur sans sac et puis la réalité de l'aspirateur sans sac, c'est de rendre ça domestique, de camoufler l'innovation sous une forme qui la rende familière aux gens qui ne connaissent pas ce qui se fait. Donc voilà pour les grands concepts. Maintenant, on peut rentrer un tout petit peu dans le détail et puis se demander c'est quoi cette observation, c'est quoi cette idée clé, c'est quoi cet objet clé. Et on va avoir des réponses qui sont très intéressantes. Une observation clé, par exemple, c'est un détail méprisé, singulier. Une idée clé, elle est liée à l'observation clé, elle est provocante, elle est vivante, elle est ubiquiste. Ubiquiste, ça veut dire que la même idée apparaît au même moment portée par des gens qui s'ignorent. Et puis enfin, l'objet clé, il est à la fois, il prouve la possibilité de réaliser l'idée clé, il rend obsolète la réalité antérieure, il est écosystémisé, domestiqué. Il y a des attributs, ce qu'on appelle des attributs, c'est des caractéristiques de ça.
Et ça, c'est super intéressant parce que pour la première fois, on sait ce qu'on cherche. Ceux qui connaissent un peu l'innovation, par exemple, ont souvent été formés au design thinking, la pensée design, l'école états-unienne d'innovation, la côte ouest. Et puis, dans cette école-là, en fait, on a un problème, c'est que ces gens-là nous disent soyez empathiques avec les gens à qui vous destinez l'innovation, par exemple. Et on nous explique qu'il faut aller dialoguer avec ces gens-là. C'est très bien de dialoguer, mais qu'est-ce qu'on fait quand on a ce dialogue-là? Qu'est-ce qu'on cherche dans ce dialogue-là? À aucun moment dans le design thinking, on a de réponse. En fait, dans cette approche qu'on a développée, on a une réponse. C'est très simple. Ce qu'on cherche, c'est une observation clé. Il y a tel, tel et tel attribut. Donc, vous voyez qu'on a quelque chose qu'on appelle une recette d'innovation. C'est quoi une recette en général? C'est trois choses. C'est un protocole, répondre à la question quoi faire. C'est des méthodes, répondre à la question comment faire. Et puis enfin, c'est des outils, répondre à la question quoi prendre. Donc le design thinking nous donne des méthodes et des outils, mais il ne nous donne jamais le protocole. Nous, ce qu'on amène, c'est le protocole, ce qui permet de complémenter le design thinking, de le rendre efficace, en gros, et puis qui permet aussi de réfléchir autrement à l'innovation et de se dire, si moi j'ai une méthode, par exemple, mettons le design thinking nous explique que pour avoir des idées, il faut faire un brainstorm, remue-ménage, comme on dit au Québec. Eh bien, oui, peut-être, c'est une méthode possible pour trouver l'idée clé. Mais si moi j'aime bien marcher en forêt ou danser pour produire des idées, eh bien pourquoi pas, a priori. Du moment qu'on sait ce qu'on cherche, on a la réponse. Et puis enfin, cette approche, je regarde un peu l'heure pour éviter de déborder, enfin cette approche, elle nous permet de comprendre des difficultés fondamentales qui sont par exemple la disruption. Et ça, je pense que c'est une question qui intéresse beaucoup les entreprises actuellement en Europe et en France. Comment ça se fait que ça soit si facile en fait de Non, disrupter pas du tout. une Attends, je vais entreprise? couper le son parce que j'étais sur un webinaire sur l'innovation. Il y a quelqu'un qui vient d'ouvrir son micro. J'ai désactivé son micro, normalement, c'est... Bien joué, Anaïs. J'arrive. On n'entendra pas la suite. Voilà. Hop. Et Allez. ça ne va pas marcher si je montre un truc. Donc, en gros, si vous regardez l'ensemble des difficultés en fait, qui sont associées au processus d'innovation, vous apercevez d'un truc incroyable. Il y a 15 difficultés qui sont associées au processus d'innovation et il n'y en a qu'une seule qui est liée au métier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 96% des difficultés qui sont liées au processus d'innovation sont génériques. Elles n'appartiennent pas à une expertise particulière. Par exemple, le fait de trouver une observation clé, une des difficultés, c'est de faire attention aux détails. C'est difficile de faire attention aux détails dans notre vie quotidienne. On est surchargé de travail, on a des agendas qui sont remplis. On n'a plus beaucoup de temps pour être curieux, en fait. Oui, c'est vrai. Mais ça, c'est pas lié à un métier. Je veux dire qu'on soit expert en technologie ou pas expert en technologie ou artiste, par exemple. On a tous ce même problème-là. Donc, c'est pas une difficulté spécifique, c'est une difficulté générique. Et en particulier, c'est la même difficulté pour les gens qui essayent de lancer une start-up ou de disrupter un domaine, en fait. Et donc, voilà, on se retrouve dans une situation un peu particulière. Je le dis comme ça, par exemple, en pensant à moi. Encore une fois, je l'ai mentionné, j'étais au départ chercheur en physique théorique. J'ai passé 25 ans à faire des études ultra difficiles. Et puis, dans ces 25 ans, on m'a appris qu'une seule chose, c'est la partie technique du métier de scientifique. C'est-à-dire qu'on m'a appris que 6% des compétences nécessaires pour faire une découverte scientifique. Et la même chose se produit en technologie. Quand vous êtes dans un laboratoire technologique, vous avez des gens qui sont ultra bons dans leur domaine, des experts absolus, en fait, des antennes, des technologies de transmission. Mais ça, c'est juste 6% des compétences nécessaires pour faire une innovation technologique. Et donc, vous voyez que c'est relativement simple pour quelqu'un qui est à l'extérieur, qui ne connaît pas a priori ce champ, de disrupter un domaine technologique, tout simplement parce que, en fait, il a déjà 93, mettons, des compétences en face. Donc, c'est pas si difficile de disrupter. Et vous voyez que ça nous amène des perspectives très différentes sur le processus d'innovation. Voilà, je pourrais continuer pendant très longtemps. Je vais m'arrêter là, juste mentionner que avec un groupe d'amis, fort de cette compréhension nouvelle, un peu particulière, un peu efficace du processus d'innovation, on a créé une école qui s'appelle Doji, D-O-J-I,
site web, c'est doji.education, doji.education, pour former les gens à cette méthode-là, qui est à la fois pour former les gens à intervenir dans des entreprises, pour les aider à formaliser un processus d'innovation, pour les aider à déminer les difficultés, à anticiper les obstacles, et puis une formation pour les gens qui veulent apprendre à innover à partir de cette méthode-là, pour essayer de faire en sorte que nos entreprises en France soient beaucoup plus innovantes. C'est, je pense, un objectif qu'on a tous en commun. Voilà, je vais m'arrêter là. Il y a encore un tout petit peu de temps, mais en même temps, je préfère avoir du temps pour les questions, s'il y en a, plutôt que d'exagérer et de vous parler trop. Merci beaucoup, Jean-Louis. Merci, Anaïs. À vous, s'il y a des questions. Merci Miguel. N'hésitez pas, même si vous ne pouvez pas prendre la parole, à écrire dans le chat si vous avez des questions. Alors, Miguel, Vincent Gola, Bonjour, vous Vincent. m'entendez Oui, je vous entends. Je trouve ce ratio, alors 93-94% finalement de compétences non techniques, c'est assez révolutionnaire comme approche d'une certaine manière, parce qu'en fait, y compris en France, on vous dit mais il faut des SAT avec des gens spécialisés qui vont valoriser les compétences. Enfin, ça en revient un peu là quand vous étiez au CEA, où on a aussi beaucoup d'investissements des collectivités, enfin, des outils de valorisation en partant des compétences techniques. Et là, vous nous dites finalement, il faut faire de l'hybridation très rapidement entre des gens qui ont des compétences techniques, c'est comme ça que je traduis un peu, puis des gens qui savent faire de l'innovation, qui savent faire de la disruption, même pour reprendre ce que vous dites. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer. Et je trouve ça en effet intéressant. Ça me rappelle l'histoire des pôles de compétitivité. Moi, j'étais chez Cap Digital pendant une dizaine d'années. Et c'est vrai que au début, on était très sur une approche technologique. On part des compétences. Et puis finalement, l'histoire du pôle a montré que c'était d'autres compétences qui ont aidé les entreprises à aller de l'avant. Mais je suis quand même un peu étonné sur cette faible part des compétences techniques. Euh, est-ce- voilà, comment on peut arriver à argumenter, parce que c'est quand même pas si clair que ça, hein. Je connais bien une méthode du design thinking, je vais leur apporter leurs limites, comme vous l'avez dit. Mais comment on arrive à convaincre finalement des acteurs territoriaux qui, eux, sont dans le modèle compétences techniques égale 95% de réussite, quoi, finalement, à, je dirais, changer leur regard. Merci Est-ce pour que cette vous... question. Effectivement, c'est provoquant comme résultat, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire en mots simples? Ça veut dire que l'innovation est un métier en soi, en vérité. Et effectivement, quand vous formez un ingénieur, par exemple, à connaître une technologie, vous ne le formez pas à innover, vous le formez à connaître les résultats scientifiques, technologiques, en fait. Et bien sûr, l'innovation peut émerger de cette connaissance-là, mais mon expérience, et je pense qu'elle est assez courante, c'est que quand il y a innovation, d'abord, c'est un mélange de chance, de hasard, voilà, de ténacité, on est d'accord. Deuxièmement, mon expérience, c'est que cette personne innovatrice à l'intérieur d'un laboratoire d'innovation se retrouve souvent isolée, en difficulté par rapport au reste du groupe. Je vais vous donner un exemple. Le brevet qui a rapporté le plus d'argent au CEA, c'était le brevet qui permettait de détecter le prion de la vache folle au début des années 2000. Vous vous souvenez de cet épisode-ci? Eh bien, j'avais discuté avec la personne qui était au CEA, qui avait proposé ce truc. Il s'est battu pendant quasiment 6 mois en travaillant le soir, le week-end, en dehors de ses heures de travail, parce que son chef n'y croyait pas et refusait qu'il travaille sur ce sujet. Donc on se retrouve dans une situation qui est... C'est ça que ça veut dire, ces 95%. C'est que tant que vous améliorez un produit, vous êtes dans une traque, vous êtes dans une dynamique qui existe, tout le monde justifie ce que vous êtes en train de faire, et encore une fois, si vous améliorez un produit, les yeux de vos collègues brillent, vous êtes considéré comme un génie. Quand vous innovez, vous faites quelque chose que personne n'attend, l'hostilité est là. Et d'ailleurs, l'histoire nous le montre. Enfin, voilà, Dyson, il n'a jamais été un expert des aspirateurs. Jeff Bezos et Mackenzie Scott Tuttle, qui ont créé Amazon, ils ne savaient rien au commerce, etc., etc., etc. En fait, les grandes innovations contemporaines ont été créées par des gens qui ne connaissaient pas et n'étaient pas des experts du domaine. En vérité, c'est ça la réalité de l'innovation. Et effectivement, c'est provoquant. Pourquoi c'est provoquant? Parce que
ben, on a tout un système éducatif derrière nous qui nous explique, peu ou prou, ben, qu'il est là pour produire de l'innovation. Donc, on heurte un peu le paradigme dominant actuellement, qui est de dire l'éducation nous amène à innover. Non, l'éducation nous amène des compétences, une expertise technique, mais l'innovation, c'est autre chose. Et c'est pour ça que c'est difficile. C'est Miguel. Merci beaucoup. Merci Miguel. Je crois qu'il y a Thierry aussi a une Oui, question. Allez-y. bonjour à tous. Donc Thierry Masset, collaborateur d'Antoine Macret chez Hauts-de-France Innovation Développement. En fait, je voulais apporter un retour d'expérience par rapport à ce que vous venez de dire, Miguel, et qui apporte pas mal de l'eau à notre moulin. Le premier point, c'est qu'il y a quelque temps, avec un collègue, on a été sollicité pour intervenir sur de la sensibilisation dans une entreprise sur la thématique du management de l'innovation. Et quand on y a été, on n'était pas fiers parce que c'est une entreprise qui réputée pour être assez innovante, avec un staff d'ingénieurs très pointus et qui passent leur temps à fabriquer des moutons à 5 pattes. Donc, je ne peux pas vous dire pour des raisons de confidentialité quelle est Oui, bien l'entreprise. sûr. Et en fait, on y a été un petit peu la boule au ventre en se disant qu'est-ce qu'on va leur apporter en matière d'innovation. Et en fait, la surprise, c'est que, ça illustre ce que vous dites, et ben, ils sont tous de très bons ingénieurs, ils sont très très pointus, et ils se sont aperçus que quand on regarde le management global de l'innovation, il y a plein de choses à améliorer, ils ne sont pas si bons que ça. Par exemple, ils se sont aperçus que tout ingénieur pointu qu'ils étaient, ils ont mis le doigt sur le fait qu'ils travaillaient en silo et qu'entre eux, ils échangeaient pas des points de vue différents. Ça, c'est un exemple concret. Oui. Et donc, du coup, qu'il y avait un axe d'amélioration à faire là-dessus. Et, euh, et en plus, l'intérêt de ce que vous dites sur ces 93%, et c'est quelque chose qui nous tient pas mal à cœur chez HDFID, c'est que dès le moment où vous dites sur un territoire que les entreprises peuvent et doivent innover, si vous voulez vraiment entraîner tout le monde, il faut bien faire comprendre que il n'y a pas que l'innovation purement technologique qui compte et qu'il y a des tas de modalités d'innovation sociétale, environnementale, organisationnelle, etc., modèles économiques qu'on peut porter et qui ne sont pas sur le champ de l'innovation purement technologique. Donc, merci pour cet éclairage-là parce que c'est quelque chose qui, je pense, qui nous tient à cœur dans le sens où toute entreprise peut et doit innover. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Effectivement, enfin, quand je commence à parler de ça dans les entreprises, parce que c'est maintenant mon métier d'intervenir dans les entreprises ou de former des gens pour intervenir dans les entreprises, effectivement, je vais le dire avec mes mots, de penser que l'innovation est un métier, ça change beaucoup de choses dans la manière de raconter et de transmettre une expertise en innovation. Penser que c'est juste une compétence de plus à un diplôme d'ingénieur, c'est pas du tout le même paradigme. En fait. Donc, merci beaucoup pour votre texte. Merci encore Miguel. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, bonjour. Donc, moi, je suis Myriam Beauvalet, Aglo Paris-Saclay. Alors, c'est pas tant une question, c'est plus une réflexion que je me fais, mais c'est au niveau de l'observation qui rejoint un petit peu ce que l'intervention de la personne précédente. Excusez-moi, monsieur, j'ai oublié votre nom. C'est parce que donc Dyson, avec son aspirateur, il était en train de passer l'aspirateur sur son tapis, ça marchait mal. Mais c'est comment tout un chacun, un salarié, un chef d'entreprise, une mère de famille, enfin, comment est-ce qu'on développe justement cette phase d'observation et comment on la stimule? Et même même des enfants à l'école, parce que je trouve qu'on a tous dans nos quotidiens, qu'ils soient professionnels et personnels, c'était le cas pour les aspirateurs, de se dire, bah tiens, tel truc, ça marche pas, ça serait mieux si on faisait comme ça. Ah, c'est bête, bah là, la roue, elle est carrée, ça serait bien d'avoir une roue ronde, j'en sais rien. Mais qu'est-ce qui fait que, on a cette ouverture, on a cette phase d'observation, cette analyse, et puis qu'on pousse le truc, excusez-moi le terme un petit peu simpliste, d'aller plus loin pour en faire une idée et peut-être après un objet clé, comme vous le citiez, Miguel. Et donc moi, je travaille sur des sujets d'entrepreneuriat et d'innovation, et c'est vrai qu'on a essayé de mettre en place des petits ateliers, des petites choses à notre niveau, mais justement pour essayer d'imaginer des choses par l'innovation, par la créativité.
mais c'est pas facile et je trouve que on devrait même dès l'école, le collège, un petit peu stimuler nos jeunes à pas se bloquer. Et bah, vas-y, ça marche pas, bah tu proposes quoi ou en tous les cas déjà voir que ça marche pas. Et ça, je trouve que c'est pas facile. Merci beaucoup pour votre intervention. Non, c'est vraiment difficile. Je vais le reformuler avec mes mots. On a un problème dans les grandes organisations. C'est une coupure entre la base et le sommet. Les gens qui sont capables de faire des observations clés, c'est toujours les gens qui sont sur le terrain, qui sont au contact des clients, par exemple, ou qui sont dans l'usine, au contact des machines, en fait. Donc, eux, ils ont les observations clés parce qu'ils vivent avec ces machines, ils vivent avec ces clients et ils comprennent les questions que les clients se posent. Et en haut, vous avez des gens qui ont les moyens de pousser des projets d'innovation, mais qui n'ont pas les observations clés. Donc, on a un vrai problème de connexion entre les gens qui sont sur le terrain et les gens qui sont à la direction des entreprises. Mais ça, c'est un enjeu en soi. Et comment dire, je suis mal à l'aise de promouvoir ce que je fais, mais en même temps, voilà, c'est Doji pour l'éducation, c'est pour ça, c'est former pour des gens dans les organisations pour faire en sorte de combler ces gaps-là, en fait. Parce qu'effectivement, c'est un enjeu majeur. Et pour revenir sur ce que vous disiez, pendant la révolution industrielle, la plupart des innovations ont été portées par des ouvriers qui étaient sur les chaînes, qui étaient au contact Oui, des bah oui, machines. Et puis, bon, bah oui, voilà, c'est ça. tout à fait. Mais dans le management contemporain, cette fracture, enfin le mot est peut-être un peu fort, mais cette dichotomie entre le haut qui a les moyens de pousser des projets d'innovation et le bas qui sait quelles sont les bonnes questions à se poser, il est vraiment Ouais. difficile à remplir, quoi, en fait. Je vous rejoins. Bon, eh bien, merci beaucoup. Je vois que l'heure tourne, donc s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on passe à la seconde partie. Merci Merci beaucoup encore, à Miguel, vous. pour Merci. votre intervention. C'était Merci vraiment très Miguel. intéressant. Et Et on puis, va à passer bientôt du coup peut-être. Au revoir. à bientôt. Au revoir. On va passer Au à la revoir. présentation du dossier de bonne pratique innovation du coup du CNER par Cindy Aymon, qui est responsable études et contenus éditoriaux au CNER, dossier qui a été rédigé avec Vincent Gaulin également, qui a pris la parole il y a quelques minutes et qui est directeur études et expertise au CNER. Cette publication, Cindy va le repréciser, mais elle paraîtra le 11 février prochain, je le disais aussi tout à l'heure. Notez donc bien la date. En tant qu'adhérent, vous y aurez évidemment accès. Alors, Cindy, est-ce que tu es là? Oui, présente. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je vais vous présenter cet outil que nous avons publié le 11 février, qui est un relevé de bonnes pratiques autour de l'innovation en France. Un document qui a donc été rédigé en collaboration avec Vincent Gaulin et qui a pour objectif de montrer comment les territoires peuvent concrètement stimuler ou accompagner l'innovation. Ce travail, nous l'avons réalisé grâce à une veille riche et quotidienne, mais aussi grâce à des analyses documentaires et puis des échanges et des entretiens avec de nombreuses agences adhérentes ou pas au CNER, et aussi d'autres structures comme des métropoles, des agglomérations, des universités aussi. Chaque bonne pratique a été qualifiée, documentée et validée par l'acteur qui en est à l'origine. Et ça garantit un travail fiable, en fait, des informations fiables et utiles. L'innovation, ce n'est pas que de la technologie ou des startups, c'est aussi des méthodes, des réseaux, des actions adaptées aux réalités locales. Ce document, il est là pour inspirer, pour donner des idées reproductibles et pour montrer que chaque territoire peut devenir un terreau fertile pour l'innovation. On peut passer à la diapo d'après. Non. Ça va arrive. fonctionner. Excusez-nous. Voilà. Sa sortie est donc, comme vous l'a indiqué Anaïs, le 11 février prochain, après les webinaires de présentation. Le document il est divisé en deux grandes parties. La première partie dresse un état des lieux de l'innovation en France. Qui innove? Comment? Quels sont les leviers, les types d'innovation, les défis à relever? On y parle aussi des acteurs clés, mais vous aurez aussi accès à des interventions diverses dont je vais vous parler. La seconde partie, c'est le cœur du sujet, c'est 16 bonnes pratiques territoriales que nous avons classées en 4 catégories. Là aussi, nous y reviendrons d'ici quelques instants. Dans la première partie, vous découvrirez donc une présentation et un état des lieux, mais également des interventions comme celle de Team Nice Côte d'Azur, qui nous parle de l'implantation d'entreprises comme source d'innovation,
On a aussi un schéma sur la dimension territoriale de l'innovation qui a été créé et imaginé par Vincent Golin, que vous avez entendu tout à l'heure. On a une présentation des accélérateurs territoriaux par le collectif Startup Industriel, qui est 3 exemples parmi de nombreuses interventions au sein du document. Commençons par quelques chiffres clés. Ça, c'est la diapo d'après, s'il te plaît. Les chiffres clés, 46% des entreprises françaises ont innové entre 2020 et 2022. Des chiffres qui sont issus de l'INSEE. L'innovation en procédé est plus fréquente que celle en produit. Et les secteurs les plus innovants, qui sont l'information communication, la finance et l'industrie. Mais l'innovation ne se limite pas à la technologie, elle peut être sociale, organisationnelle ou environnementale. Par exemple, l'intelligence artificielle est un levier croissant, mais seulement 33% des PME et des ETI l'utilisent, souvent pour optimiser l'existant plutôt que pour innover, qui est une source BPI France. Un autre enjeu qui est le dépôt de brevets. Seulement 7% des ETI et 1,2% des PME déposent un brevet chaque année, ce qui montre que l'innovation est parfois invisible ou mal valorisée. Alors, parlons un petit peu de ces bonnes pratiques qui sont classées en 4 catégories. On peut avoir les diapos d'avant, s'il te plaît. Ouais, désolée, il y a un petit décalage, Cindy. En fait, je ne sais pas pourquoi ça ne synchronise pas tout à fait, mais normalement, c'est bon. Non, moi, j'ai Talence Innovation sous les yeux. Il me faut les 4 catégories. Est-ce que vous avez tous la partie 2 avec un fond rose ou... En fait, je vois que quelqu'un a pris la main sur la présentation, mais je ne sais pas qui. Ah. Je crois que c'est moi. Je ne sais pas pourquoi, mais ça doit être moi. Bon. Attends, hop. J'y retourne. Excusez-nous. Hop. Et voilà. Ça arrive, ça arrive. Voilà. Ces 4 catégories-là. Donc, on a connaître son écosystème, qui est la première catégorie qui rassemble plusieurs bonnes pratiques. Avant d'agir, il faut observer et analyser son écosystème d'innovation. Ce thème regroupe les initiatives qui visent à mieux comprendre son écosystème local, qu'il s'agisse de suivre les startups, d'identifier des compétences clés ou de clarifier les dispositifs d'accompagnement disponibles. Dans cette catégorie, vous aurez l'Observatoire des startups avec l'agence Grenoble-Alpes, un baromètre compétences et innovation avec l'agence Descartes Développement Innovation, un guide des aides à l'innovation avec AER-BFC et la plateforme Astrid avec l'agence HD-FID. La deuxième catégorie est stimuler et sensibiliser, qui rassemble des pratiques favorisant l'émergence d'idées nouvelles, la diffusion d'une culture de l'innovation auprès des entreprises, des étudiants, des collectivités et plus largement des acteurs de l'écosystème. Défis, jeux, laboratoires d'idées ou partenariats stratégiques sont autant de moyens d'encourager la créativité et de renforcer la capacité à innover. Ici, on retrouvera l'innovation Crunch Time avec l'Université de Montbéliard, un Serious Game Serum avec HDFID, le Lab Innovation dont je vais vous parler d'ici quelques instants, une alliance stratégique entre Meuse Attractivité et la Village by CA, et un catalogue des innovations locales par la Réunion Innovation. La troisième catégorie est rassemblée et réseautée et regroupe les dispositifs qui créent du lien entre les acteurs économiques, académiques et institutionnels par la création de réseaux structurés, d'événements fédérateurs, de rencontres thématiques. Ces initiatives visent à stimuler les synergies, favoriser les coopérations et amplifier la visibilité des innovations créées localement. Ici, on retrouvera un réseau régional de l'innovation, l'événement créé demain par ces deux bonnes pratiques étant de l'AER-BFC et des rencontres éco-innovation de l'agence DevUp. Et enfin, accompagner et héberger, alors pour passer de l'idée au projet, puis du projet à la réussite entrepreneuriale, un accompagnement adapté est indispensable. Ce dernier thème regroupe donc les actions de soutien direct aux entreprises innovantes. Incubation, hébergement, mise en réseau avec des investisseurs, construction d'écosystèmes dédiés. Alors, ici, on aura l'accueil et la prospection de start-up avec la métropole d'Orléans. On aura le programme Scale-up de l'agence DevUp, une pépinière InnovaUp avec Camp Normandie Développement, toutes mes excuses, et l'expérimentation Transition 2050 dont je vais vous parler d'ici quelques instants.
Donc, comme vous l'avez repéré, ces 16 bonnes pratiques ne sont pas uniquement le fait de notre réseau d'agences, mais aussi de certaines collectivités ou d'autres structures inspirantes. Alors, nous allons passer au Lab Innovation de l'agence AERBFC, qui est l'agence régionale de Bourgogne-Franche-Comté. Ce Lab Innovation est catégorisé elle est mise dans la catégorie stimulée et sensibilisée. C'est un espace où des PME peuvent venir présenter une problématique où un collectif d'experts composé de chercheurs, d'ingénieurs ou de financiers les aide à trouver des solutions en seulement 2 heures. L'idée, c'est de résoudre des problématiques des PME du territoire, mais de les aider à innover, de les orienter, de lever des verrous à court et moyen terme et d'identifier des experts qui peuvent accompagner l'entreprise. Par exemple, une PME a pu repenser son emballage pour le rendre plus éco-responsable grâce à cet accompagnement sur mesure. Le Lab Innovation a été créé depuis 2020. 2 à 4 candidats sont accompagnés par an, sélectionnés suite à un appel à candidature. Les candidats font ensuite l'objet de suivi sur plusieurs mois grâce à des points réguliers. Ce qui ressort ici, c'est l'énergie qui se crée. Pendant 2 heures, tout le monde se concentre uniquement sur la problématique de la PME. C'est un format intéressant car il donne des réponses concrètes en un temps court, tout en créant un lien durable entre les experts et l'entreprise. La deuxième bonne pratique que je voulais vous présenter est Transition 2050 avec l'agence Talence Sud Innovation Développement, à Talence, du coup, près de Bordeaux. Cette action est catégorisée dans accompagner et héberger. Alors ici, ils avaient un entrepôt de 2050 m² totalement inoccupé et qui devait faire l'objet d'une transformation en parking relais. Sauf que cette transformation prenait un temps colossal et qu'en attendant, ils ont transformé cet entrepôt en un espace temporaire pour accueillir des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Pendant 3 ans, 9 structures ont pu développer leurs activités, avec un loyer très abordable qui est à hauteur de 5 € par m² par mois et une obligation, consacrer 2 heures par mois à des projets collectifs. L'idée, c'était de permettre à des structures locales de l'ESS de lancer leur activité en bénéficiant de loyers abordables et de créer son écosystème local. Cette période de transition a permis à ces structures de passer un cap depuis le projet de parking relais se développe et les entreprises se sont installées dans d'autres locaux. Ce projet montre la capacité des territoires à faire avec ce qu'ils ont. Un bâtiment inutilisé devient un espace d'expérimentation sociale et économique. Ce qui est intéressant, c'est que ces entreprises, une fois renforcées, se réinstallent ensuite durablement dans le territoire. L'impact est donc très concret. Toutes les pratiques que nous avons relevées montrent l'importance des coopérations. Aucune innovation ne réussit seule. Enfin, il y a un vrai mouvement vers des innovations sobres, inclusives et responsables. Voilà ce que je pouvais vous dire pour le dossier de bonnes pratiques qui sera donc publié le 11 février après le webinaire. Ce webinaire vous présentera 2 autres bonnes pratiques différentes de celles que je vous ai expliquées aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à vous y inscrire et à vous connecter. Pour télécharger ce dossier, il faudra vous créer un compte sur notre site. Donc suivez bien la procédure fournie par Anaïs tout à l'heure. Merci beaucoup pour votre attention. Je suis disponible pour des questions. Merci Cindy. N'hésitez Et pas, j'ai il nous vu reste que un quelques petit quart d'heure. contributeurs étaient connectés. Pour les contributeurs, je vous enverrai le document la semaine prochaine. Alors, y a-t-il des questions? Cindy et Vincent sont là pour vous répondre. Oui, et lors du webinaire du 11 février, nous aurons d'ailleurs Vincent qui nous expliquera son schéma de la dimension territoriale de l'innovation qu'il a créé spécialement pour notre publication. Bon, eh bien, ça avait l'air plutôt clair. Alors, je vois qu'il y a un commentaire que je n'arrive pas à lire. C'est intéressant, la région Grand Est nous demande de concentrer nos efforts sur l'innovation cette année dans les entreprises. Madeleine Sivers. Bonjour Madeleine. Bon, mais s'il n'y a pas d'autres questions, Jean-Louis, Antoine, est-ce que vous souhaitez intervenir? Le prochain rendez-vous du club aura certainement lieu en avril. Il faut qu'on reboucle ça avec les coprésidents. Vous en serez rapidement informés. Voilà, il nous reste 10 minutes, donc n'hésitez pas. Autrement,
je vous propose de clore la réunion. Je voulais en profiter pour remercier Cindy du travail qui est fait parce que là, à l'instant où on vient d'échanger, je me suis rendu compte que par rapport aux problématiques que nous rencontrons aujourd'hui dans notre offre de services au sein de la région Hauts-de-France, le Lab Innovation Grand Est, enfin, de la région Bourgogne-Franche-Comté, je ne connaissais pas, j'ai découvert ça. Et du coup, je vais creuser parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de bonnes pratiques qui sont un petit peu dispersées sur le territoire. Donc, il ne faut vraiment pas sous-estimer ce travail-là. Il a le mérite vraiment d'être creusé. Donc, c'est vraiment une mine d'or. On découvre beaucoup de choses. Il y a beaucoup de bonnes pratiques qui se font un peu partout sur le territoire en France. On a parfois un petit peu trop tendance à être focus sur ce qu'on fait ou ce qu'on a souvent fait dans notre région ou dans notre environnement propre. Mais je dirais, le propre de l'innovation, c'est aussi notre capacité à s'ouvrir. Donc cet exercice-là, c'est déjà un petit peu une incitation à nous tous, enfin nous tous, oui, continuer d'innover en regardant ce qui se fait par ailleurs, à s'émerveiller. C'est ce que me dit souvent mon président. L'innovation commence par l'émerveillement. Et là, ce que je viens de voir sur ce dossier, ça en fait partie, c'est-à-dire de... Ah, il est coupé. Mm. On n'entend plus. Antoine est out. On peut dire merci à Antoine. Oui. Peut-être pour compléter ce qu'a dit Cindy rapidement, pour vous donner peut-être aussi envie de venir le 11 février, parce que vous pourrez vous dire, aujourd'hui j'ai tout entendu. On creusera un certain nombre de points. Pour faire le lien avec ce qu'a dit Miguel tout à l'heure, il a parlé de différents types de leviers d'innovation, il a parlé de technologie, il a parlé de social, etc. On essaiera de replacer tout ça dans une approche un peu type OCDE, quoi, finalement. Quels sont les grands critères de qu'est-ce que c'est qu'un levier d'innovation? Quel type d'innovation il y a? Parce qu'on a parlé d'innovation de produits tout à l'heure, mais il y a des innovations de processus aussi qui sont importantes. Et puis, on a parlé d'intensité de l'innovation, que ce soit de l'incrémental, que ce soit évidemment de l'innovation de rupture, mais il y a aussi de l'innovation d'adaptation à un marché, etc. Et quand on est en agence, moi, quand j'étais à l'ARD de France, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui s'installaient en Île-de-France pour adapter au marché européen une innovation, le produit ou le service qui avait été développé aux États-Unis, en Asie, que sais-je. Donc, on essaie de resituer tout ça dans un contexte. Et puis, la dimension territoriale de l'innovation, on la creusera avec vous, on vous montrera un petit peu ce qu'on a vu mettre derrière, parce que moi, ce que j'ai pu constater au CNER et ailleurs, c'est que souvent, on ne sait pas trop comment parler de l'innovation de son territoire. On a quelquefois un angle qui est très, je dirais, R&D orienté, c'est-à-dire qu'on va aller chercher ce qu'on appelle dans la science les inputs. Dans d'autres cas, on est plutôt sur les transformateurs, tout ce qui peut être, je sais pas, une pépinière, un incubateur, un village by CA, une SAT, etc., etc. Et puis d'autres sont complètement sur les sorties de l'innovation, ce qu'on appelle les outputs, qui peuvent être des brevets, qui peuvent être aussi des créations d'entreprises innovantes, qui peuvent être de transfert de technologie. Mais l'innovation sur un territoire, c'est aussi un impact à moyen long terme. C'est aussi la capacité finalement à transformer en profondeur son territoire par de l'expérimentation, par finalement des pratiques qui vont permettre à la population ou à des entreprises de prendre une trajectoire un petit peu différente. C'est aussi tout ça qui est en jeu à travers l'innovation, qu'on va essayer avec Cindy de vous décrypter et à chaque fois de faire le lien avec les bonnes pratiques qu'on a pu repérer dans les agences et les territoires qu'on a référencés dans ce travail. Voilà, peut-être pour compléter ce qui a été dit. Antoine. Antoine est revenu, je crois. Oui, excusez-moi, du coup, je suis sur mon téléphone, j'ai mon réseau qui est un petit peu sauté. Je voulais finir mon propos en disant que, effectivement, c'est à la fois débuter par l'émerveillement de lancer un processus d'innovation et finalement ce guide ce référentiel de bonnes pratiques qui a été construit, moi je le vois aussi un petit peu, toujours pour faire un petit peu le parallèle avec les processus d'innovation, à ce qu'on pourrait appeler de la veille. Finalement, c'est faire de la veille de ce qui se fait autour de nous, de s'en inspirer pour adapter nos projets, nos besoins à ce qu'on voit autour de nous qui fonctionne, qui est sûrement adapté parce que notre besoin est peut-être différent du besoin qui a été traité chez les petits copains de Bourgogne-Franche-Comté, par exemple. Mais voilà, c'était pour moi un petit peu l'histoire de faire le lien entre cette notion d'émerveillement et de veille, qui sont des ingrédients indispensables dans le processus d'innovation. Donc, merci beaucoup, Vincent et Cindy, pour le travail. C'est précieux et je ne manquerai pas, en tout cas, de m'en servir en région de France. Merci, Oui, Antoine.
je confirme l'intérêt de ce rapport que j'ai eu la chance de pouvoir regarder en avant-première. Il y a effectivement une vision assez large de l'innovation qui recoupe les différents thèmes. On arrive à faire le lien avec ce que disait Miguel aussi sur le processus de découverte. Et puis, ce que je voulais dire, c'est que le rôle des agences est important dans ce cadre-là, parce qu'on parle beaucoup de l'écosystème d'innovation. Et l'enjeu, c'est pas forcément de connaître l'écosystème, même si c'est important. La tendance en ce moment, c'est l'engagement de l'écosystème. C'est faire intervenir le bon acteur au bon moment, au bon endroit. Et là, c'est un métier des agences en général. Le rapport, il permettra de donner des idées de bonnes pratiques et de s'inspirer de certaines expériences qui ont été faites. Mais chaque agence dans son propre territoire doit développer son propre mécanisme d'innovation avec ses partenaires. Merci à tous. On vous donne donc rendez-vous le 11 février. N'hésitez pas à partager le lien d'inscription. Cindy l'a déjà dit, mais ce webinaire, il est ouvert à tous, donc on vous attend nombreux. S'il n'y a pas d'autres remarques, je vous propose qu'on s'arrête ici. On se donne rendez-vous pour le prochain Club Innovation du coup en avril. Antoine, Jean-Louis, on s'en reparle très rapidement. Et je vous souhaite une excellente après-midi.